Ça y est, tu as lancé? Voilà, donc merci, bonjour à toutes et à tous et merci et bienvenue sur ce webinaire. Mais merci d'avoir coupé votre son et puis votre webcam pour qu'on évite les bruits de fond et qu'on puisse bien échanger entre nous. On va avoir jusqu'à 70 personnes, je pense, aujourd'hui et c'est pour aussi éviter les soucis de bande passante. Voilà. Avant de donner la parole à nos interlocuteurs principaux, donc moi je suis Christophe Jourdain de la direction de l'aménagement numérique à la région Normandie. J'anime Communautique. Je voulais juste vous rappeler, parce qu'on a eu des petits soucis d'inscription en fait à ce webinaire, que pour vous inscrire maintenant, il faut à la fois vous inscrire sur Communautique, mais surtout, il faut vous inscrire sur l'événement. C'est-à-dire, je pense que certains d'entre vous se sont inscrits sur Communautique. J'ai eu pas mal de demandes d'inscription ces dernières heures. Mais par contre, pour que je puisse récupérer la totalité des inscrits, il faut absolument aller dans l'agenda. Alors, je vais peut-être partager mon écran d'ailleurs. Hop, je vais juste partager mon écran juste pour vous montrer que voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez le site Communautique? Non. Oui, c'est bon? Oui. Donc, Oui. en fait, Non, non. donc je veux juste vous montrer deux choses. Hein, que ici, aujourd'hui, en fait, pour s'inscrire, en fait, il fallait Alors aller. attends, j'ai pas ton écran, moi, Christophe. Tu n'as pas mon écran? J'ai le web. Non, ça ne fonctionne pas. Non, on a ta vidéo pour l'instant. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, sachez que ce qui est important, c'est que voilà, c'est que vous vous inscriviez à la fois sur Communautique, mais aussi sur le webinaire en allant sur l'agenda. Voilà, pour que je puisse récupérer les adresses mail de tous. Et vous retrouverez dans l'accueil de Communautique, hein, vous trouverez une actu qui s'appelle Programme des webinaires et podcasts. Et dedans, vous trouverez l'URL qui va vous permettre de podcaster ce webinaire là qui est enregistré dès demain matin. En fait, tous les webinaires dont on continue à former sont podcastés. Voilà. Je vais laisser Jean-Luc Peuvrier, notre organisateur, animateur préféré. Voilà, je vais te laisser la parole pour que tu présentes peut-être notre interlocuteur. Est-ce que Clarisse, tu veux nous dire un petit mot, puisque j'ai vu que tu étais là? Ah, alors il est possible que j'ai coupé le son dans la précipitation de Pas tout à l'heure. bien, ça c'est pas bien, Jean-Luc, parce que c'est bon là, vous m'entendez? Oui, Je là t'entends. on vous Ouais. entend. Excusez-moi, Clarisse. C'est dangereux de faire ça. Il y en a d'autres qui s'y sont essayés, comme elle finit, hein, attention. Bon, je ne veux pas prendre trop de temps, juste bonjour à tous. Donc, Clarisse Dautré, directrice de la formation à la région Normandie. Juste vous dire que finalement, on a deux sujets de préoccupation majeurs en ce moment. Je pense que ça ne vous étonnera pas. C'est les conditions sanitaires, évidemment, de la reprise de la formation là, à compter de la semaine prochaine. Et puis l'organisation des certifications, parce que, évidemment, c'est un sujet qui vous concerne pour une bonne partie d'entre vous, enfin des prestataires de formation en Normandie. Voilà, donc je tenais à remercier vraiment très fort les collègues du rectorat qui ont bien voulu se prêter à cet exercice cet après-midi pour essayer finalement de vous apporter le maximum de réponses, en tout cas tout ce qu'ils seront en capacité de faire en temps réel, quitte à peut-être différer sur des sujets plus complexes ou traiter des choses après en bilatéral, mais en tout cas de nous proposer de débroussailler largement ensemble le sujet. Voilà, j'en dirai pas plus et puis voilà, on va être tous attentifs, je pense. Merci Clarisse. Très bien, merci. Bien, je te passe la parole. Je Donc, vais vous demander une chose, c'est de poser vos questions dans le chat. Voilà, d'utiliser le chat. Donc le chat, vous pouvez le mettre en œuvre sur votre écran. Vous avez une petite bulle en bas, encore une fois, voilà, une petite bulle qui apparaît pour avoir le chat. Et puis vous pouvez poser vos questions. Je reviendrai régulièrement pour voilà, pour pouvoir me faire le relais de ces questions. Et j'enlève moi aussi ma webcam. À tout de suite. bien, eh bien donc, avec nous, Laurent Moussard,
examens et concours, donc au rectorat. Alors, est-ce qu'on a votre vidéo Laurent? Ah, on a perdu. Alors, est-ce qu'on aurait perdu Laurent? Hop. Non, non, je vois Laurent. Laurent est bien là. Toujours avec nous. Oui, oui, tout à fait. Laurent est avec nous. Alors, voilà, le voilà, ça y est, on l'a. Bien, Laurent, alors, avec nous aujourd'hui, vous n'étiez pas parti. Non, non, on vous avait juste perdu dans le tuyau quelque part. Donc, avec nous aujourd'hui pour effectivement parler de cette question de la certification pour les stagiaires de la formation professionnelle. Et donc, il y a beaucoup d'actualités, j'imagine, comme tout ce qui touche aux examens en ce moment, qu'on soit sur tous les diplômes ou toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de choses qui vous obligent vous-même à suivre de très près. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent du ministère. L'idée, c'est que dans les 45 minutes que l'on va passer ensemble, que vous nous aidiez à nous faire passer les messages les plus importants, trouver les pistes et trouver aussi les endroits ou auprès de qui nos participants d'aujourd'hui auront la capacité à aller chercher de la formation complémentaire, parce que bien évidemment, on imagine que toutes les hypothèses, enfin toutes les situations ne pourront pas être abordées, traitées cet après-midi, mais d'être sûr de trouver les bonnes informations au bon moment. Très bien. Vous, je fasse peut-être en introduction un schéma un peu général de la situation, et puis ensuite, je pense que ce schéma va susciter un grand nombre de questions. Donc, je vais essayer d'être succinct parce que je pense que vous connaissez le principe général, hein, qui a été donné par le ministre. Cette année très particulière, suppression de l'ensemble des épreuves écrites et orales de l'ensemble des examens, à l'exception notable des épreuves en français, bac général et technologique, et des épreuves dites du second groupe, de rattrapage du bac. Voilà pour l'essentiel. Donc, les candidats qui peuvent justifier, on appelle maintenant un livret de contrôle continu, qui peuvent justifier d'un parcours de formation sur l'année 2019-2020, et donc par là même d'appréciation de la part des enseignants et de notes sur cette année tronquée, hein, de premier et second trimestre essentiellement de l'année 2019-2020, peuvent bénéficier des dispositions nouvelles, hein, qui sont celles donc d'une évaluation et donc d'une délivrance de diplôme au travers de l'étude de leur parcours de formation et donc du contrôle continu. Vous m'entendez bien? Ça va? C'est clair? J'ai toujours peur ce soir. Au niveau du son, tout est bon. Ok. Donc, c'est le principe. Alors, évidemment, ce principe renvoie donc tous les candidats qui ne seraient pas dans cette situation de pouvoir justifier d'un contrôle en cours d'année, et donc d'un livret de contrôle continu vers la session de septembre, qui sera donc, elle, une session classique, oserais-je dire, d'examen ponctuel. Voilà pour le principe. Alors évidemment, et c'est l'objet de nos échanges, autant tout ça va de soi pour les qui sont issus du parcours scolaire classique d'établissements publics ou privés sous contrat.
autant effectivement ça devient plus délicat à destination des candidats qui sont, ou pour les candidats qui sont issus d'autres types de formations. On va dire ça comme ça, à la fois en présentiel auprès d'organismes de formation et à distance auprès d'organismes de formation à distance. Donc tous ces candidats ne peuvent pas être écartés de cette possibilité de bénéficier du contrôle continu et donc de pouvoir obtenir leur diplôme au mois de juin, quels que soient les examens, que ce soit bac général et technologique, que ce soit les examens professionnels, tous, et que ce soit, on rajoutera, les BTS. Donc on est bien sur cette dynamique. Alors, pour ce faire, je vais très vite et après vous me poserez des questions là-dessus. Pour ce faire, on a, pour l'ensemble des diplômes, on est en train de mettre en place un livret numérique, donc livret de scolarité ou livret de contrôle continu. Il va s'appeler comme ça, livret de contrôle continu. Il est en train d'être conçu. Ne m'en demandez pas énormément sur ce livret puisqu'il est dans sa phase de conception. Je peux quand même vous dire qu'il sera très complet. Sans doute ressemblera-t-il beaucoup au livret scolaire éducation nationale tel qu'il est utilisé aujourd'hui dans les établissements. Et il sera disponible. Je prends encore quelques pincettes et précautions en vous parlant de date, mais il sera disponible, on va dire, autour du 10 juin. Donc, il permettra aux établissements, donc aux organismes de formation, de renseigner donc le livret de scolarité de chacun des candidats qui auront été formés au sein de leur organisme. Ça, c'est pour le livret. Ce livret va faire en partie, mais pas complètement, mais en partie double emploi avec une deuxième disposition qui est mise en place, qui est celle de vous ouvrir, chacun des organismes de formation, la possibilité de saisir les notes des candidats. Voilà sur le principe. Donc, saisie des notes d'un côté dans l'OTANET, donc sur l'application ad hoc des examens de l'éducation nationale, et donc ce livret numérique qui sera prendra à la fois ces notes, mais aussi bien entendu les appréciations qui permettront aux membres de jury de se prononcer sur chacune des candidatures. Voilà sur le principe de fonctionnement. Laurent, une question peut-être. Bien que, comme vous le disiez, le livret ne sera certainement disponible qu'aux alentours du 10 juin, est-ce que les organismes de formation ont possibilité peut-être de commencer à préparer, à collecter peut-être des choses en sachant les grandes lignes, sans rentrer dans le détail qui, j'imagine, justement, n'est pas connu encore à ce jour? Est-ce qu'on en connaît quand même les grandes lignes de ce sur quoi les pourrait commencer de travailler pour se préparer un peu, pour avancer, on va dire? Alors, vous allez bénéficier d'un scoop. Des examens il y a 2 heures. Donc, j'ai un peu plus d'informations. C'est la raison pour laquelle j'indiquais qu'il ressemblera beaucoup au LSL, donc au livret scolaire tel qu'il est renseigné par les établissements publics et privés sous contrat actuellement. Donc, il est très ressemblant avec le livret, sera très ressemblant avec le livret éducation nationale. D'accord. Alors, on a une question. Je pense que vous allez venir sur les dates de saisie des notes, mais je pense que vous allez venir à ça après. Alors, les dates de saisie des notes, ça va aller très vite. Hein. Donc, je peux vous donner un calendrier. Encore une fois, je suis presque imprudent en vous donnant ces calendriers parce que rien n'est encore définitivement arbitré. Hein. Donc, il s'agit d'hypothèses fermes de travail. Je vais
présenter ces dates en vous indiquant finalement que ce sont les dates sur lesquelles moi je me base pour faire travailler mes équipes. Donc, on serait sur une logique qui consisterait à avoir une remontée des notes aux alentours du 24 juin, peut-être un peu avant, mais on va dire entre le 20 et le 24. Je n'ai pas de calendrier sous les yeux, mais on ne voulait pas si ça tombe un dimanche, mais c'est l'ordre d'idée. Hein. Donc 20-24, sachant que en ce qui concerne les diplômes de niveau 4, hein, notamment donc évidemment bac général techno et bac pro, on aurait donc une tenue de jury de délibération sur la première semaine de juillet. Bon, après, de toute façon, les dates ne changent pas hein, sur notamment en ce qui concerne le bac. Hein, la publication des résultats est toujours prévue pour les épreuves du premier groupe le 7 juillet. Ça, ce sont des dates officielles qui n'ont pas bougé. Pour rester sur les notes, peut-être, je regarde les questions qui sont posées dans le chat. On a deux questions autour des CCF, c'est-à-dire comment est-ce que c'est pris en compte et dans ces saisies de notes, est-ce que ça concerne les contrôles continus et ou les contrôles en cours de formation? Est-ce qu'il y a une distinction? Comment on gère ça? Donc on est bien sur une. Alors, on va commencer par les CCF, bien sûr. Hein, tous les CCF qui auront été passés sont les bienvenus, ça va sans dire, dans la production des moyennes. Hein, si en revanche, il n'y a pas de CCF, ce qui doit être quand même le cas de la majorité des organismes qui nous écoutent, bien entendu, ce sont les notes de contrôle continu qui doivent être prises en compte sur une logique qui est celle qui est dans la foire en question, hein, qui est dans les textes, hein, sur une logique donc de moyenne trimestrielle. En excluant les notes qui auraient été, là je parle évidemment des organismes qui proposent des formations en présentiel. Dès lors que le confinement a été mis en place, les notes qui auraient été produites dans le cadre du confinement sont des notes qui, selon les textes, être prises en compte. Voilà. Ceci ne vaut pas pour l'enseignement à distance, qui lui, par définition, n'a pas été touché par les problématiques d'interruption des cours. Voilà. Donc, j'écoute éventuellement si vous avez d'autres questions. Voilà, moi, je vous ai fait un exposé un peu général, même très général, hein, de l'ensemble du dispositif, en ayant vraiment présent à l'esprit l'idée que, bien entendu, l'ensemble des organismes de formation ayant préparé des candidats aux épreuves du bac doivent travailler avec nous et on va travailler en collaboration avec eux de manière à ce que leurs candidats soient présentés à la session de juin en contrôle continu. Alors, un dernier point sur contrôle continu CCF, comment se fera le mixte entre CCF et contrôle continu? C'est le calcul d'une moyenne? Oui, on est sur des moyennes. C'est-à-dire que, en l'occurrence, bien entendu, on ne peut pas considérer. Si on a des CCF, tout va pour le mieux puisqu'on est en conformité avec les exigences habituelles de l'examen. Dès lors qu'on n'a pas de CCF, on ne va pas les réinventer, on ne va surtout pas en faire dans l'hypothèse d'un retour en formation. Hein. Donc, on va retenir les notes du contrôle. D'accord. On a une question sur les niveaux 5. Il n'y a pas de particularité en termes de date pour les remontées des notes, si ce n'est qu'elles seront, comme vous le disiez tout à l'heure, à être précisées aux alentours du 24 juin, mais ça concerne tous les niveaux. Il y aura un calendrier sur les différents niveaux de formation. Oui, il y aura un calendrier. Je peux vous donner, je dois avoir des éléments. Je n'ai pas évidemment l'ensemble des dates en tête, donc je vais aller regarder ce que je pourrais éventuellement vous donner en quasi avant-première hein, en matière de calendrier.
Oui, bah, c'est ce que j'ai indiqué, hein. En ce qui concerne les épreuves de juin, enfin plutôt le contrôle continu, hein, hormis les dates qui sont des dates nationales concernant les publications, notamment des résultats du bac, ce qui implique la mise en place de jurys à des dates qui sont préfixées, hein, celles que j'évoquais sur le tout début juillet. On n'a pas de. Voilà, les académies sont quand même un peu plus libres, hein, pour fixer des calendriers. Et très sincèrement, pour le moment, je vous donne des informations comme si je les détenais depuis longtemps. Je, voilà, encore une fois, j'étais en réunion avec la mission de pilotage tout à l'heure et vraiment, on a les infos au fur et à mesure. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les textes qui vont fixer, hein, ce que je suis en train d'évoquer, sont vraiment très près de leur parution. D'accord. Il y avait une question, alors qui sont des questions peut-être d'ordre un petit peu pratique. Je voyais une question tout à l'heure pour les CFA. Comment est-ce qu'ils allaient avoir accès à l'OTANET? Comme n'importe quel organisme, voilà, comme tous les organismes de formation. Donc, nous, on vient de lancer une enquête auprès de l'ensemble des candidats qui ont été repérés comme étant des. Ce qui, a priori, n'est pas le cas des CFA, puisque les candidats sont bien sûr repérés comme étant des apprentis. Mais donc, pour l'ensemble des candidats, premier élément, un élément de recueil des informations concernant de manière la plus exhaustive possible. Peut-être qu'on aura des oublis, mais dans ce cas-là, il faut compter sur les organismes qui n'auraient pas été contactés de se manifester. Mais donc, premier élément, bien entendu, repérage de l'ensemble des organismes avec lesquels jusqu'à présent on n'avait pas, ou de manière non régulière, contact. Donc, tous ces organismes sont répertoriés et donc feront l'objet. Donc, on répertorie à la fois les organismes et les noms des candidats qui relèvent de ces organismes, évidemment confirmés par les organismes en question. Dès lors, on fera parvenir à chacun de ces organismes ce qu'on appelle un bordereau, hein, un bordereau LOTANET, hein, qui va permettre à ces organismes de se connecter à l'OTANET et de renseigner les notes des candidats qui relèvent de leur exercice. D'accord, merci, merci Laurent. Il y a une question est-ce qu'il est possible d'envisager un mixte d'une partie, si je comprends bien la question, d'obtention du diplôme, notamment sur la partie professionnelle à travers le livret électronique, le livret numérique en juin, et qu'une autre partie du diplôme se fasse en septembre? Alors, je vois bien la question. J'ai un peu plus de mal. Alors, je peux vous donner des éléments de réponse qui ne sont pas encore complètement stabilisés. Mais effectivement, peut-être envisageable. Encore une fois, sous réserve d'avoir le résultat des arbitrages, c'est en cours, hein, mais je peux quand même évoquer la question, sachant qu'elle est évidemment prégnante. On peut imaginer que des candidats pour lesquels le jury de juin n'aurait pas tous les éléments pour statuer et donc renverrait ces candidats à la session de septembre. Il est très vraisemblable, je vais le dire comme ça, que ces candidats bénéficient des notes et des évaluations positives de la session de juin, de manière à ce qu'il n'ait à repasser en septembre que ce qui manquerait
donc que ce qui n'aurait pas été validé. Je vous le dis, je précise de nouveau que je vous dis ça avec beaucoup de pincettes, en indiquant que c'est très fortement à l'ordre du jour, mais qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas arbitré. Donc, je pense c'est bien de l'avoir en tête. Ce serait sans doute très imprudent, à l'heure à laquelle je vous parle, de diffuser cette information comme étant certaine, voire même vraisemblable, auprès des candidats. Alors, il y avait des questions, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles peut-être on a répondu en partie tout à l'heure, hein, sur notamment le livret numérique et les grandes lignes, de façon à ce que les formateurs et les établissements puissent commencer s'y préparer. Sur les dates, on l'a évoqué déjà tout à l'heure. Il y avait des questions sur la nature des épreuves, notamment sur les épreuves professionnelles, orales. Ça relève, est-ce qu'il y a des directives ou est-ce que ça relève du centre de formation, du coup, de décider quelles sont les épreuves qui peuvent être prises en compte pour les notes? Ça, ce sera extrêmement précis dans le cadre du livret, hein. Donc, évidemment, on va pas diffuser le livret sans sans une note précise d'accompagnement, hein, qui va permettre donc de le renseigner au mieux et effectivement d'avoir les éléments et les directives qui vont permettre de remplir chacune des cases. Donc là-dessus, il y aura un vadémécum, hein, qui sera à disposition, un vadémécum qui sera vraisemblablement un vadémécum par diplôme, hein. On est en train donc de travailler cette question de façon à ce qu'il y ait un maximum de directives, de précisions qui soient données, tout simplement aussi pour que, in fine, hein, les livrets soient remplis de manière homogène par l'ensemble des organismes de formation. Ça permettra notamment, je pense par rapport à certaines questions qui sont posées sur les BTS, sur la prise en compte du dossier professionnel sur 2 ans. J'allais évoquer cette question concernant les BTS, sachant que le livret BTS va être un petit peu différent, hein, enfin va être un petit peu différent, y compris dans sa conception, hein, du livret de l'ensemble des autres examens professionnels, puisque là, en l'occurrence, on a aussi la problématique de la traduction des notes d'épreuve, des notes de contrôle continu avec les unités certificatives. Donc là, il y a un travail de lecture et de décodage des référentiels que nous allons effectuer au niveau des decks, hein. Chaque deck pilote, donc chaque division des examens et concours, hein, pilote de ces BTS, hein, on n'est pas pilote sur tous les BTS, produira un livret qui sera vraiment extrêmement précis et qui sera un guide précieux pour les organismes de formation. Donc, il n'est pas, voilà, là, on vous laissera absolument pas dans la nature, on sera très, très, très guidant de façon à ce que, encore une fois, ces livrets puissent être renseignés de manière la plus homogène possible. Est-ce que ça permettra, Laurent, par exemple, comme la question nous est posée, pour les formations ou certains organismes de formation enfin plutôt les formations qui fonctionnent en bloc de compétences et pour lesquels certains blocs de compétences n'étaient prévus qu'à partir du 16 mars et donc bien évidemment ils se trouvent être dispensés exclusivement à distance. Et s'il n'y a pas de déconfinement, donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des évaluations? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans ce cas-là? Alors, encore une fois, je précise, il peut y avoir. Alors, si on a des confinements, on peut imaginer qu'on puisse obtenir quelques notes. Ne rêvons pas sur le 3e trimestre. Sinon, on est bien sur des logiques où ça va être difficile à dire pour un chef de deck parce que on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, mais dès lors qu'il n'y a pas eu de notation, il y a quand même eu des cours, il y a quand même eu des accompagnements, il y a quand même de la part des équipes pédagogiques la possibilité d'évaluer sans avoir noté jusqu'à présent, mais de pouvoir traduire ces éléments
d'évaluation en notes et en appréciation. C'est le seul moyen qu'on ait de pouvoir renseigner les livrets. Je veux dire, les livrets sont comme la saisie des notes, hein, sont les seuls éléments hein, qui vont permettre au jury de statuer. L'enjeu, il est là. C'est que, effectivement, il y a des moments où on va travailler un peu sans filet. Hein. Donc, l'enjeu pour les candidats, les organismes soient en mesure de valoriser le travail qui a été réalisé au cours de l'année et de le valoriser au travers à la fois de ce livret qui va être le sésame pour l'obtention du diplôme. Si on a des blancs, hein, si on a des trous dans la raquette, malheureusement, on peut imaginer que très très vraisemblablement, le candidat sera renvoyé à la session de septembre. Donc, il est très important de pouvoir avoir cette approche qui est une approche très inhabituelle. J'en suis d'accord et vous conviendrez que pour moi qui ai la charge de contrôler la totalité des opérations, c'est encore plus délicat. Mais voilà, on en est là. Il faut qu'on évite les trous dans la raquette. Si jamais il y en avait, eh bien, ce serait l'assurance ou la quasi-assurance que le jury considérerait qu'il ne peut pas, en tout état de cause, évaluer le candidat et donc le renverrait à la session de septembre, ce qui n'est pas une infamie en soi, hein, mais ce qui effectivement ferait qu'on aurait sans doute donné de faux espoirs à ces candidats. Alors ça répond, je pense, en partie sur l'image des trous dans la raquette à des questions qui nous sont posées sur les périodes en entreprise, que ce soit les stages, et pour lesquels, effectivement, un certain nombre de candidats, de par le confinement, n'auraient pas pu réaliser l'intégralité, voire la totalité peut-être de leur période en entreprise. Oui, dans ces cas-là, ils seront neutralisés. Hein. Mais oui, 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 absolument. D'accord. Alors, on précise, et je vais afficher la diapo avec les informations, Laurent, que vous nous avez envoyées, parce qu'il y a des questions très précises liées à des conditions particulières sur certains diplômes. Donc, ça va être compliqué de répondre là, dans les quelques minutes qui nous restent à toutes ces situations et à toutes ces questions. Donc j'ai affiché les informations que Laurent Moussard nous a transmises ce matin, qui sont plus que. Il y a bien sûr la foire aux questions hein, du ministère, c'est le lien utile que vous avez, et puis la possibilité, on est d'accord, Laurent, de poser vos questions directement par mail, ou le cas échéant, si vraiment il y a urgence, par téléphone, on va dire. Essayons par mail pour ne pas trop saturer la ligne téléphonique, mais on pense bien sûr que toutes les questions très précises, je voyais comme des questions sur le CAP conduite d'engin de travaux publics, sur voilà, des choses comme ça qui peuvent peut-être être posées pour avoir des réponses précises par ce biais-là. On est d'accord? Oui, oui. Alors, je j'ai pas. Voilà, l'adresse mail est sans doute hein, ce qu'il faudrait privilégier. Hein. Le numéro de téléphone, c'est vraiment sur des urgences absolues. Pourquoi privilégier l'adresse mail? Parce que elle me permet de prendre un petit peu de distance par rapport aux questions qui sont posées. Et j'ai des chefs de bureau qui sont chacun dans leur domaine, hein, experts davantage que moi sur notamment des questions très précises qui concerneraient tel ou tel diplôme. Donc voilà, donc privilégier s'il vous plaît hein, les questionnements par mail. Et évidemment, moi, je m'engage à ce que on réponde on vous réponde dans les meilleurs délais. Mais vraiment, le numéro de téléphone, je l'ai indiqué. À un moment donné, je voulais vous donner mon numéro de portable professionnel. Puis je me suis dit non, je ne pourrais pas y arriver parce que là, je suis assailli déjà d'appels. Donc, à un moment donné, je peux plus. Donc, soyons raisonnables. Je suppose, Christophe Jourdain, je suppose aussi que sur la foire aux questions, vous la mettez à jour au fur et à mesure des informations que vous avez, non?
Alors, en fait, il y a deux niveaux. Il y a cette foire aux questions qui est la parole officielle, hein. Donc là, en l'occurrence, je recommande à chacune, à chacun d'entre vous de vous y référer, puisque c'est le mode de communication qu'a choisi le ministère pour diffuser l'information. En revanche, cette foire aux questions, vous le verrez, a une dimension pratico-pratique allez, qui peut être à un moment donné limitée, puisque derrière, effectivement, on a chacun d'entre vous et moi également besoin de savoir très concrètement comment on va s'y prendre et comment on va faire. Donc voilà, vous ne trouverez pas d'informations sur l'OTANET dans la foire aux questions. Mais donc, ce que j'ai fait et ce que je vais évidemment continuer de faire, c'est de proposer en parallèle des évolutions de la foire aux questions, les éléments de réponse que je possède, qui sont donc de trois niveaux déjà arbitrés, ceux qui sont en cours d'arbitrage et on va dire la doctrine telle qu'elle a cours aujourd'hui. Donc ça permet d'avoir trois niveaux d'information. Arbitrer, c'est garanti et je l'indique. En cours d'arbitrage, ça veut dire vraiment on n'est quand même pas loin d'être sécurisé sur les décisions qui seront prises. Et puis la doctrine, effectivement, c'est souvent du bon sens ou c'est souvent des éléments qui permettent aussi d'avancer. Donc entre les éléments officiels de la foire aux questions, les derniers scoops arbitrés, les derniers scoops concernant les questions en cours d'arbitrage, vous avez quand même des informations qui vous permettent d'avancer. Ça, je viens d'avoir une mise à jour de la foire aux questions hier. Et donc, je ferai ce travail d'information pratico-pratique dans le courant de la semaine prochaine. Ensuite, je charge mes chefs de bureau de diffuser cette information par mail auprès des responsables des organismes de formation qu'ils connaissent. Donc, faites-vous connaître si vous n'êtes pas dans cette boucle de diffusion. En revanche, ce sont des informations que je ne mets pas en lien sur le site académique, grand public, pour des raisons, encore une fois, assez évidentes. Voilà. Donc, c'est question plus très la pratique. destination des professionnels. Question très pratique, comment est-ce qu'on se fait connaître? Par le mail, j'imagine. Voilà, le mail est une très très bonne manière de se faire connaître. Voilà. Bon, voilà. A priori quand même, hein, si on n'a pas, si on ne s'est pas trompé, on devrait quand même avoir très rapidement les résultats de notre enquête, hein, puisqu'on a lancé une enquête auprès de tous les individuels pour leur demander s'ils sont accompagnés ou non par un organisme de formation. On a une partie des réponses, donc une partie du traitement qui nous est arrivé hier, une autre partie aujourd'hui. Donc on s'aperçoit qu'effectivement tout le monde n'a pas répondu et donc on est en train de contacter les candidats qui ne nous ont pas répondu un par un pour savoir si ils sont réellement accompagnés par un organisme de formation et si oui, lequel et quelles sont les coordonnées. Dans un deuxième temps, on appellera tous les organismes de façon à vérifier qu'ils sont en mesure de produire pour leurs candidats un livret de contrôle continu, de manière à ce que ces candidats puissent bénéficier, encore une fois, de la session de juin ou être reversés dans la session de septembre, si toutefois il n'était pas possible de leur proposer un livret de contrôle continu. Donc on est en train de le travailler, ce qui veut dire que c'est une longue réponse à une question très courte, mais qui veut dire qu'a priori, on devrait avoir dans le courant de la semaine prochaine et au plus tard pour le 13 mai, un panorama plutôt très exhaustif des organismes de formation dont les candidats voilà, que les candidats nous ont fait connaître. D'accord. Alors, on a une question qui renvoie à l'échange qu'on avait eu hier, puisque un bon nombre des
sont ici interviennent sur le champ de la formation continue avec des financements publics ou des financements locaux. Et on sait qu'il y a des questions de preuve des réalisations. On l'évoquait hier, donc il n'y a pas, si j'ai bien noté le résultat de notre discussion d'hier, il n'y a pas d'exigence à remettre les preuves aux sous-commissions, parce que sinon elles vont être tout bonnement engorgées par toutes ces preuves qui leur arriveraient. On est d'accord? Oui, ce qu'on disait, c'est quelque chose de de très pratique. Alors, on va commencer effectivement par l'école de la confiance, hein. On se fait confiance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc on a quand même, hein, en ce qui nous concerne, quand je dis quand même, je ne devrais pas dire quand même, on a surtout au niveau des examens et concours, hein, des éléments statistiques précis, hein, par diplôme, qui nous permettent quand même de savoir, d'avoir un regard assez, même très précis, hein, sur les tendances de réussite, sur les moyennes de notes, etc., qui sont généralement pratiquées. Donc, ce qui veut dire que très clairement, un organisme de formation qui, dans un élan de générosité, se dirait que tous ces candidats doivent forcément obtenir leur examen au mois de juin, et donc une tentation de surnoter de manière très forte, le jury est souverain, hein. Donc, n'oublions pas que même si on a des notes qui sont particulièrement belles, bonnes et optimistes, le jury a la possibilité de considérer que le livret n'est pas en correspondance avec ses attentes, il considère qu'il n'a pas vraiment les éléments pour juger, que les candidats auraient été particulièrement surnotés, et donc la conséquence pourrait être un renvoi au mois de septembre, ce qui est quand même vraiment pas du tout l'objectif, hein. Voilà, je demande vraiment, mais on le sait, je ne devrais même pas le dire, hein. Voilà, chacun d'entre nous prend ses responsabilités par rapport à ses candidats, surtout si on est sur des diplômes professionnels. C'est quand même vraiment très, très embêtant de diplômer des candidats qui ne seraient vraiment pas au niveau du diplôme. Voilà, et donc pas au niveau des compétences professionnelles attendues, parce qu'au niveau du diplôme, après tout, c'est pas très intéressant, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est d'attester de compétences qui ne seraient pas avérées. Voilà. D'accord. Alors, c'est malgré tout, donc on retient quand même la bonne nouvelle côté organisation et tâches administratives qu'aurait pu représenter cette collecte et cette organisation et cette diffusion des preuves. Malgré tout, effectivement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves à fournir aux sous-commissions qu'il ne faut pas effectivement respecter tout cet engagement de confiance dont vous venez de parler. Une des dernières questions, parce que je vois que notre horloge tourne. Alors, elle est peut-être un petit peu en marge du côté, on va dire, examen, qui était, alors je voulais dire, si des stagiaires sont actuellement en entreprise, est-ce qu'ils peuvent compléter leur période? Et si on a des apprentis qui peuvent retourner en entreprise après le déconfinement, est-ce que c'est possible? Oui. Alors, la DGESCO a pris une décision, la Direction générale de l'enseignement scolaire a pris une décision concernant toutes les périodes de formation en entreprise, donc les PFMP, en considérant qu'elles étaient purement et simplement annulées pour la session, donc et ajournées sine die, hein, donc, ou plutôt repoussées au mois de septembre pour les candidats qui ne passeraient pas leurs examens cette année. Ce ne serait pas sur la partie terminale de leur diplôme. Donc ça, c'est la décision arrêtée par la Direction générale de l'enseignement scolaire. En revanche, en ce qui concerne les apprentis, vous me posez une colle. J'aurais tendance à dire que dès lors que on a considéré qu'on neutralisait les périodes de formation en entreprise, ce serait sans doute hein, prudent de différer les périodes en apprentissage. Me semble-t-il, je crois qu'il y a une disposition qui permet, dans des cas de force majeure, hein, de repousser, de proroger.
j'ai plus tous ces éléments très très précisément en tête parce que ça fait plus partie de mon champ d'activité direct, mais il me semble bien que c'est une disposition existante au niveau de l'apprentissage. Voilà, je n'ai pas de réponse, j'ai pas d'autres réponses à donner concernant les apprentis. Là, à vérifier. Je poserai la question, je vais voir ça avec le DraftKick, donc avec Éric Garnier, à moins que ma collègue qui écoute, Isabelle Ergot, ait des éléments d'information sur l'apprentissage. Voilà, moi pour le moment sur les apprentis, je peux pas répondre avec une grande précision. En revanche, pour tout ce qui est hors apprentissage, toutes les PFLP sont annulées. D'accord. Pour les apprentis, non. Il faut que je me rapproche de mon collègue Xavier Fontaine, adjoint sur la formation initiale et qui gère l'apprentissage dans ce cas-là. Et j'enverrai par l'intermédiaire de Clarisse la réponse pour qu'elle puisse la transmettre aux OF présents qui ont posé la question. Peut-être rappeler, si vous permettez, sur la question de l'apprentissage, il y a un question-réponse, puisque c'est des salariés en fait d'entreprise. Donc, il y a un question-réponse sur le site du ministère du Travail sur voilà, les conditions d'accueil en entreprise et tout ce que vous évoquiez, Monsieur Musard, sur les conditions d'évolution finalement des périodes de formation, des dates, etc. Idem. Question-réponse sur le site du ministère du Travail, il y a ces sujets-là qui sont évoqués. Et sinon, dans la question, il y avait aussi finalement les stagiaires peuvent-ils aller en entreprise? Aujourd'hui, à part le ministère de l'Agriculture qui avait, dès le 16 mars ou quelques jours après, demandé à tous ces organismes de formation que les stagiaires n'aillent pas en entreprise, sinon, globalement, il y a bon nombre de stagiaires qui, pendant la période de confinement, dès lors que l'entreprise était OK pour les accueillir dans des conditions sanitaires satisfaisantes, ont réalisé des périodes en entreprise. Donc, ça s'est fait pendant le confinement et ça va pouvoir continuer à se faire à la sortie là, du confinement. Encore une fois, en ce qui concerne les examens de formation en milieu professionnel et neutralisé, donc la décision est tombée là, mais en l'occurrence, en ce qui concerne notamment les BTS, on a une vraie interrogation qui n'est pas arbitrée encore au niveau de la DGCIP, donc du supérieur, sur ces périodes en entreprise, sachant que on peut largement considérer, je vous rejoins tout à fait, qu'à partir du moment où les entreprises sont d'accord pour accueillir des stagiaires, que les conditions sanitaires sont respectées, ce serait quand même vraiment dommage de ne pas de s'arrêter à des principes et que ces stagiaires ne suivent pas une période d'entreprise qui, de toute façon, leur sera bénéfique, quoi qu'il arrive, même si ensuite, au niveau des diplômes, on se disait que on neutralisait cette période de façon à être équitable vis-à-vis de l'ensemble des candidats. Ça va sans dire. Petite question pratique qui est revenue une ou deux fois. On est d'accord que c'est les livrets numériques a besoin d'être édités en format papier. Le livret matérialisé. Ouais, le livret c'est quand même un vrai problème. Je vois bien que les organismes de formation, les collègues des organismes de formation se posent des vraies questions. Donc le livret va arriver en dématérialisé. Il y a pas ça, c'est une certitude. Pourra être enseigné en dématérialisé. Ça, c'est également une certitude. En revanche, le principe voudrait que. Alors, le livret sera en plus au nom. Ce ne seront pas des livrets neutres. Vous recevrez les livrets au nom des stagiaires, donc au nom des candidats. Puisque, comme nous disposons de la liste, bien entendu, chaque organisme de formation reçoit des livrets qui correspondent à ses candidats. En revanche, se pose effectivement la question de la validité ou de la validation du livret par le candidat. Ça voudrait dire, dans ce cas-là, qu'à un moment donné, il faudrait quand même que l'organisme de formation édite le livret de façon à ce que le candidat le signe. Pour le moment, voilà, vous avez vu, j'ai employé le conditionnel.
J'ai pas encore d'informations complètes à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que la signature numérique validée, estampillée et contrôlable, c'est dans l'état actuel des travaux au niveau de la direction éducative et de la rapidité avec laquelle il faut qu'ils montent ce projet. Je pense qu'il ne faut pas y compter. D'accord. Donc le livret sera forcément numérique, hein. Donc il parviendra en numérique et il parviendra ensuite, une fois qu'il sera renseigné, en numérique également, puisqu'il y a de très 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 fortes chances pour que nos commissions d'harmonisation ou nos jurys de délibération aient à statuer en visio, hein. Il est peu probable, ou du moins il faut vraiment envisager le fait que on ne réunisse pas en présentiel l'ensemble de nos jurys, ça va sans dire. Très bien. Il y avait une question qui concernait peut-être particulièrement l'apprentissage et le fait de devoir collecter en fait une appréciation de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui fera partie du coup, qu'on imagine faire partie du livret numérique également, cette appréciation de l'entreprise? Oui. Oui, la réponse est oui, hein, bien sûr. Bien sûr. Dans la dynamique des appréciations et sur évidemment ce qui relève de la validation de ses compétences, ça va sans dire. Oui, 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 bien sûr, l'évaluation de l'entreprise euh, est importante pour tous les candidats qui relèvent de l'apprentissage. Ça fait partie du parcours de formation. Maintenant, vous voyez, je ne fais pas une réponse très précise. Je fais pas une réponse très précise parce que ce livret est dans sa phase de conception. Donc, je suis un peu court, hein, pour vous apporter une réponse plus précise que celle que je viens de vous donner, qui va dans le sens de vous rassurer parce qu'on a évoqué cette question ce matin, mais je n'ai pas, j'ai pas tous les éléments pour pouvoir répondre de manière extrêmement précise sur la place de l'appréciation de l'entreprise dans ce livret numérique. Très bien. Donc, une chose à retenir, c'est sûr, c'est qu'il faut continuer de se tenir au courant sur notamment la fac, à la fois celle du ministère, du site de l'académie, pourrait avoir les derniers scoops, j'ai envie de dire, mais surtout les dernières informations. Euh, Peut-être, puisqu'on arrive au terme de cet échange, peut-être du côté de Christophe, peut-être Christophe aurait repéré à une question essentielle qui m'aurait échappé, parce qu'il y a eu beaucoup de questions dans le chat, c'est rare, mais on s'y attendait. Oui, on s'y attendait. Écoutez, je pense que le tour a été fait. Il y avait une question. Alors, ce que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait, c'est que je viens de récupérer l'ensemble du chat avec l'ensemble des questions, de manière à ce que je puisse peut-être vous les renvoyer, Monsieur Bussard, et que vous voyez s'il y a peut-être des choses qui vont permettre d'alimenter la fac, parce qu'il y a peut-être des questions, il y a peut-être des questions précises. Il y avait une question, par exemple, tout à l'heure sur la tenue. Vous parliez des jurys, et quelqu'un posait la question, par exemple, s'il y aurait comment on appelle ça, un conseil de conciliation, ou c'était vraiment le jury. Oui, c'est une très bonne question. J'aurais dû en parler. Donc les jurys, on est sur quand même une grande nouveauté. On met en place en amont du jury de délibération, qui sera un jury académique, pour chacun des diplômes. On met en amont en place une commission qui est une commission d'harmonisation pré-délibération, qui aura donc pour d'étudier plus précisément les livrets et les notes et donc les éléments statistiques qui permettent de statuer et donc d'harmoniser. Donc on va travailler, il y a un travail qui sera réalisé en deux temps, hein. Le premier temps, cette sous-commission qui a pour mission, si je puis m'exprimer ainsi, de débroussailler le terrain. Et puis ensuite, ces sous-commissions présenteront leurs travaux au travers d'un de leurs représentants, donc d'un vice-président à la commission académique, donc au jury académique de délibération.
jury académique, on peut imaginer qu'on est, enfin, on peut imaginer, on va plus loin que l'imagination, donc on aura un jury bac général, un jury bac technologique, un jury pour chacun des bacs pro ou un jury par série de bac pro, par famille de métier bac pro, il faut qu'on regarde. Même chose pour pour l'ensemble des examens professionnels, CAP, BEP et bien entendu pour les BTS. En ce qui concerne le bac, le jury sera coprésidé, mais ce sera sans doute le cas pour l'ensemble des diplômes, donc sera coprésidé par un inspecteur général. Donc, pour le bac, président et vice-président ou coprésident universitaire et inspecteur général, et en fonction des compositions du jury de chacun des diplômes. Donc, toujours un coprésident qui sera un inspecteur général, de façon à ce qu'il y ait aussi cette garantie du regard institutionnel sur ces réunions de jury un peu particulières. Très bien. Bien, merci pour ces derniers éclairages sur l'organisation en fait de ces jurys avec les innovations que cela nécessite. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier pour ces réponses le plus précises possible, compte tenu effectivement des éléments que vous avez à votre disposition à nous transmettre. Donc, comme Christophe te disait, on rassure à la fois Laurent Mussard aura information de toutes les questions qui éventuellement ont été posées dans le chat et pour lesquelles on n'a pas apporté de réponse. Je pense notamment à des questions très précises, quelquefois liées à des diplômes en particulier. Et puis, eh bien donc, notez bien, je pense que vous l'avez toujours à l'écran, l'adresse mail et en cas d'urgence, mais vraiment en cas d'urgence pour ne pas saturer cette ligne, le numéro de téléphone du secrétariat. Et puis consulter bien évidemment les informations en ligne qui ne cesseront d'être actualisées tout au long des jours et des semaines à venir. Merci beaucoup à vous toutes, à vous tous pour votre participation très nombreuse. On vous donne rendez-vous. Christophe, on donne rendez-vous la semaine prochaine? Oui, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, mercredi prochain, sur un webinaire où on reviendra sur tous les outils qui ont pu être utilisés, les ressources qui ont pu être utilisées par vous-même, les formateurs, dans cette période de confinement, tout ce qui a été mis à disposition gratuitement par les éditeurs de contenu, tous les opérateurs de formation à distance. Voilà, mercredi prochain, mercredi 13, de 13h30 à 14h30, et avec inscription sur l'événement, donc sur l'agenda community. Et puis, ce webinaire qui sera en ligne dès demain matin, peut-être même ce soir, sur la chaîne YouTube Communautique, la playlist, continuez à former. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Merci pour votre écoute et bon courage. Bon courage à vous.